Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter je vais faire cette conférence que j'ai appelée Céréales, 12 000 ans de création variétale. Donc, l'objectif au cours de cette présentation, c'est un peu d'illustrer ce qui s'est passé en termes de domestication des plantes au travers de l'étude de céréales. Donc, ça sera le maïs et le mil. Mais avant tout, qu'est-ce qu'on entend par céréales? Donc, on a estimé à peu près qu'il y avait une trentaine d'espèces de céréales qui avaient été domestiquées dans le monde. Et parmi ces céréales, il y a un certain nombre de céréales qu'on connaît parce qu'elles couvrent des surfaces relativement importantes. En Europe, c'est le blé, le maïs et puis le riz. Et puis, il y a d'autres céréales qui ont une surface aussi relativement importante. On pense notamment au sorgho, au mil. Et donc, les deux céréales dont je vais parler le plus aujourd'hui, c'est notamment le maïs et le mil. Alors, les questions qu'on se pose en termes scientifiques sur l'origine et la diffusion de ces céréales, c'est notamment quel lieu géographique a donné naissance aux premières formes domestiquées, comment ces céréales ensuite diffusées à l'échelle des continents et à l'échelle de la planète, et quelles sont les grandes modifications, quelles sont les bases génétiques des grandes modifications morphologiques qu'on observe au sein de ces plantes-là. Alors la première partie de mon exposé, ça sera sur le maïs. Donc le maïs, et là vous avez des variétés traditionnelles qui sont cultivées au Mexique, présentent une très grande diversité de morphologie et de couleurs de grains. Et cette diversité a été modelée par près de 9000 ans d'histoire. Alors, si on s'intéresse à l'histoire de l'origine du maïs, un des premiers documents qui essaie de retracer cette histoire en France, c'est un traité d'un agronome qui s'appelle Bonafous, qui a placé l'origine du maïs en 1833 en Chine. Et une des raisons de cette origine chinoise, en fait, un certain nombre de planches qu'il avait récupérées, dont celle-ci qui est datée autour de 1580 aujourd'hui, mais à l'époque était décrite comme la plus ancienne existante, et qui se lit en fait au niveau des idéogrammes comme gemme de sorgho. Donc à partir de ces représentations historiques, la proposition de Bonafous, le maïs a une origine en Chine. Alors, peu de temps après, il y a un célèbre botaniste, Alphonse de Candolle, qui a écrit toute une bibliographie sur l'origine des plantes cultivées, qui a été publiée en 1886. Et lui a commencé à se réintéresser à l'origine des plantes, et notamment à essayer de peser les arguments qui ont abouti à proposer des origines géographiques à certaines plantes, et notamment le maïs en Chine. Donc, ce qu'il a noté d'abord, c'est qu'au niveau de l'appellation du maïs en Europe, elles étaient relativement variées, et notamment dans de nombreuses langues européennes, le maïs était appelé blé de Turquie. En Lorraine, c'était blé de Rome. En Toscane, c'était blé de Sicile. En Sicile, c'était blé d'Inde. Dans les Pyrénées, c'était blé d'Espagne. En Turquie, c'était blé d'Égypte. Et en Égypte, doura de Syrie. Donc, il remarquait quand même que les deux derniers étaient peut-être d'accord. C'était à côté et pas très loin de l'un de l'autre. Mais en fait, grosso modo, basé sur le nom et sur les noms qui étaient donnés en Europe, on ne pouvait pas trop bien tracer l'origine du maïs. Alors, le mot blé de Turquie, en fait, était très utilisé le mot Turquie, en tous les cas, était très utilisé pour identifier ce qui venait un peu d'ailleurs, et notamment la dinde européenne, Turquie, ça vient aussi d'une origine en Turquie, alors qu'effectivement, ce n'est pas son origine véritable. Donc, basé sur ces informations sur le nom des plantes, de Candolle a eu une analyse comme quoi c'est important de tracer l'origine avec le nom, mais c'est important aussi de mettre en face une certaine probabilité d'erreur. Et sans doute dans ce cas-là, beaucoup d'erreurs.
Et donc, évidemment, De Candolle a proposé, comme d'autres auteurs à la même époque, une origine du maïs en Amérique. Et on trouve effectivement en Amérique un certain nombre de restes archéologiques et de croyances associées au maïs bien antérieures à l'arrivée de Christophe Colomb. Et donc, par exemple, ici, ça représente un des dieux du maïs maya. Alors, un des problèmes on a replacé l'origine du maïs, du coup, en Amérique. Mais un des problèmes qui se posait, c'est quelle est l'espèce la plus proche au niveau des apparentés sauvages de l'espèce. Et il n'existait pas d'espèce proche apparentée. Les espèces les plus proches, en fait, appartenaient à un genre différent du genre Zea. Et c'est un genre très particulier qui était suffisamment éloigné du maïs morphologiquement pour qu'on ne le considère pas comme un direct contributeur à la forme cultivée. Alors, il y a eu une révision botanique bien plus tard, et en fait, ce genre-là a été en fait reclassé dans le genre Zea, et les espèces qu'il compose sont aujourd'hui connues sous le nom des théocyntes. Alors, il y a différentes formes. Zea maïs parviglumis, qui est une théocynthe de basse altitude, Mexicana, qui est une théocynthe de haute altitude, et Wewe tenangensis, qui est une théocynthe qu'on trouve près d'une ville qui s'appelle Wewe Tenango au Guatemala, qui a été découverte en tous les cas à cet endroit-là. Et donc, trois hypothèses en fait ont émergé quant à l'origine du maïs. La première hypothèse, c'est qu'il existait une espèce sauvage initialement, elle avait disparu. L'autre hypothèse, c'est que le maïs en fait était d'une forme hybride. Et il y a une hypothèse qui a été connue qui a été formalisée sur la forme de l'hypothèse tripartite de l'origine du maïs, et qui a été une des hypothèses la plus répandue et celle qui a eu le plus de, entre guillemets, crédit pendant un très grand nombre d'années. À tel point que de nombreux archéologues, même aujourd'hui, de temps en temps, se réfèrent à cette hypothèse, alors qu'on va voir, elle va être invalidée. Et enfin, une des dernières hypothèses, c'est l'hypothèse de l'origine de cette forme de ces espèces-là, c'est-à-dire de l'hypothèse d'une origine à partir de la théocynthe. Alors pourquoi ça pose beaucoup de questions en termes d'origine, et pourquoi ça posait beaucoup de questions aux botanistes, c'est que quand on compare la morphologie, notamment vous avez ici la morphologie d'un épi de maïs en noir, et dessus vous avez des graines de théocynthe. Donc en termes de forme de l'épi, en termes de taille de l'épi, en termes d'organisation même de l'inflorescence et au final de l'épi, il y a des modifications tellement importantes qu'on avait du mal à imaginer qu'on puisse passer de cette forme théocynthe sauvage à cette forme cultivée qu'on connaît aujourd'hui, qui est le maïs. Alors en termes de caractéristiques, la forme théocynthe aussi présente un certain nombre de ramifications basales et aériennes que le maïs n'a pas. Mais on voit quand même que sur l'inflorescence qu'on a les changements quand même les plus marqués en termes morphologiques. Alors, cette hypothèse théocynthe, elle a été formulée par Biddle en 1939. Donc, cette photo-là est une photo assez célèbre de généticien à l'université de Cornell. Alors, le monsieur avec la pipe, c'est Emerson. C'est un des redécouvreurs des lois de Mendel aux États-Unis. Juste à côté, vous avez Barbara McClintock, qui a eu le prix Nobel pour ses découvertes sur les transposons, et Biddle, en bas, avec le chien là, qui a eu un autre prix Nobel, mais pour une autre raison. C'est une phrase qu'on connaît tous, c'est un gène, une protéine. Donc, après avoir travaillé sur le maïs, il a travaillé sur Neurospora et abouti à ces découvertes-là sur la relation gène-protéine. Mais à l'époque, et donc en 1939, il a proposé une origine à partir de la théocynthe du maïs, et avec le fait qu'il proposait que la théocynthe, sous sa forme naturelle, était utile à l'homme, et les graines pouvaient être récoltées et consommées. Et il pensait aussi, il avait fait quelques croisements
qu'avec des modifications majeures, et pas beaucoup, on pouvait changer morphologiquement de l'espèce théocinthe à l'espèce cultivée, et qu'avec le temps, on avait sans doute eu, à partir de ces événements initiaux, une accumulation de nouvelles mutations par sélection. Alors cette hypothèse-là, qui a été formulée assez tôt, est tombée en oubli, enfin en tous les cas, n'a pas été l'hypothèse dominante, et c'est l'hypothèse de l'origine hybride qui a prédominé pendant assez longtemps. Et donc là, on revient un petit peu sur les différences morphologiques que l'on a vues tout à l'heure. Donc vous avez à gauche la théocinthe, à droite le maïs, avec des ramifications relativement importantes sur la forme sauvage et puis des simplifications de ramifications sur la forme cultivée. Et vous retrouvez ici les changements en termes de morphologie de l'épi. Donc la difficulté avec l'origine quand même théocinthe, c'est comment génétiquement on passe de cette forme là-bas à cette forme ici, et notamment aussi au niveau de la forme de l'épi. Donc il y a un certain nombre d'études qui ont été faites, et les études qui ont été réalisées ont considéré des croisements entre la forme cultivée et la forme sauvage. Donc c'est les études qu'on appelle des études QTL, qui permettent d'identifier quelle est la base génétique de la différence entre les deux espèces. Et ici, vous avez une forme de représentation graphique de ces études-là sur l'ensemble du génome. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est l'ensemble des chromosomes. Et la hauteur du pic représente en fait la zone qui différencie génétiquement le plus, qui s'associe le plus à la différence morphologique. Et en fait, si on regarde l'ensemble du génome, eh ben, on a quand même les 5 premiers chromosomes qui contribuent le plus à la différence, c'est-à-dire qui sont associés avec des différences génétiques qui contribuent à la différence morphologique que l'on observe là-haut. Et parmi ces zones, ben, il y a 5 grandes zones, 6 même, grandes zones. Dans le chromosome 1, il y en a 2. Et puis dans les 4 suivants, il y en a une, qui semble avoir porté des facteurs génétiques, alors peut-être uniques, mais peut-être pas, qui seraient directement liés à la différence. Alors, sur le chromosome 1, il y a écrit un petit nom, sur le chromosome 2 aussi, et sur le chromosome 4. Ça, c'est les gènes qui, un petit peu plus tard, ont été identifiés comme responsables de cette différence au niveau génétique. Et un des exemples connus de ces gènes, qui est donc sur le chromosome 1, c'est le gène TB1. C'est un gène qui s'appelle théocinthe branch 1, donc associé aux ramifications de la théocinthe. Et ce gène-là, donc il a été identifié, et on s'est aperçu que la diversité chez le maïs cultivé était quasiment nulle dans une partie du gène, qui est la partie promotrice du gène, alors que la diversité chez les ancêtres sauvages, la théocinthe, était particulièrement élevée. Et donc, il y aurait eu une sélection d'un allèle particulier sur ce gène-là, et qui aurait entraîné le changement de morphologie. Alors, on a été un petit peu plus loin aujourd'hui dans l'identification de cette zone, et aujourd'hui, l'hypothèse est donc qu'on a une insertion d'un élément transposable qui modifierait l'expression du gène, et qui serait responsable de cette différence de morphologie. Donc, dans ce cas-là, on arrivait à dire, bon, on a une zone sur ce chromosome, mais on peut aller plus loin, et on peut dire que même ce gène-là, il explique quasiment toute la différence en termes de morphologie, ou une grosse partie de la variance observée en termes de morphologie. Et donc, il y a d'autres gènes depuis ce premier exemple-là qui a été publié, qui ont été identifiés, qui ont aussi des rôles majeurs sur certaines de ces modifications de formation de l'épi. Mais il ne faut pas penser que la domestication se résume à ces 6 régions qu'on a décrites. Et il y a plusieurs études qui ont montré ensuite, en utilisant des méthodes un petit peu plus à l'échelle du génome et sur un grand nombre de gènes, qu'on pouvait démontrer qu'il y avait des évidences de gènes qui avaient été sélectionnés, soit à la domestication, soit après la domestication, sur près de 2, et l'estimation la plus forte, jusqu'à 5% des gènes, qui montraient une trace prouvant une action humaine ou environnementale sur leur diversité. Ceci veut dire aussi que la grosse majorité des gènes ou la grande majorité de la diversité qu'on voit chez le maïs cultivé aujourd'hui a été purement travaillée par des phénomènes d'échantillonnage et aléatoires. Et qu'une
très faible fraction par les phénomènes d'adaptation et de sélection humaine. Alors là, on est parti sur la compréhension des bases génétiques qui différencient ces plantes. Ensuite, on va s'intéresser maintenant un petit peu à l'histoire. Et donc, une des études qui a permis de retracer cette histoire, c'est l'étude que je présente ici. Donc, il y a un échantillonnage des deux populations de théosyntes les plus proches, qui sont la forme de basse altitude qui est en vert au Mexique, et la forme de haute altitude qui s'appelle Mexicana, qui est en rouge. Et ensuite, il y a un panel de près de 300 échantillons qui couvre l'ensemble de l'aire de répartition connue en Amérique avant l'arrivée de Christophe Colomb, c'est-à-dire de la partie la plus basse au Chili jusqu'au Canada. Donc, on a une représentation relativement complète de la diversité des maïs à l'échelle du continent. Donc, on peut utiliser des marqueurs et mesurer une forme de distance génétique entre ces plantes. Et ce qu'on observe en partant du haut, c'est que les plantes bleues, qui sont en fait les plantes qu'on trouve à haute altitude dans les Andes, à partir de 3000 jusqu'à 5000 mètres, se groupent avec les plantes en orange, qui sont en fait les plantes non andines, mais d'Amérique du Sud, qui se branchent avec les plantes en gris, qui sont en fait des maïs cultivés qu'on trouve au Guatemala et dans les zones de basse altitude du Mexique, qui se groupent avec les plantes violettes qu'on trouve en haute altitude, cette fois au Mexique. Et là, on s'arrête au niveau maïs, et puis on redescend de l'autre côté, et on va vers le sud-est des États-Unis, puis les plaines centrales, et puis le Canada. Donc on a deux groupes génétiques cultivés, un groupe vers l'Amérique du Sud, un groupe vers l'Amérique du Nord, qui se groupent toutes vers les plantes de haute altitude de maïs qu'on trouve au Mexique, et qui ensuite se branchent à des formes vertes, qui sont en fait les Mexicanas de basse altitude, qui ensuite, eux, se branchent avec les Mexicanas de haute altitude. Et donc, avec ce genre d'études, une des hypothèses qui a été émise, c'est l'hypothèse d'une origine unique de la forme cultivée, et puis une diffusion sur deux zones, Amérique du Nord et Amérique du Sud. Alors, si on s'intéresse du coup à la forme de théosynte de basse altitude, qui est représentée ici par les différents points, il y a un certain nombre de plantes qui sont trouvées plus proches du maïs cultivé et qui se trouvent dans la rivière Balsa, donc au sud-est, au sud du Mexique, au sud de Mexico. Et donc, une des hypothèses a été de dire que ces populations-là représentent sans doute les populations qui ont été à l'origine de la forme cultivée, qui génétiquement, en tous les cas, sont plus proches de la forme cultivée qu'on trouve aujourd'hui. Alors, l'histoire est un petit peu plus compliquée que ça, parce qu'en fait, ce qui a pu être montré, c'est que la forme rouge a quand même contribué au génome de la forme cultivée, et notamment lors de la migration à haute altitude. Il y a un certain nombre de gènes du maïs cultivé, mais très peu, qui ont été introgressés de cette forme mexicana qui était déjà adaptée à la haute altitude. Donc, on a un phénomène de domestication, donc on reviendra un petit peu sur le timing, mais en termes génétiques, les études ont estimé avec un très grand intervalle de confiance, donc autour de 9000 ans la domestication du maïs. Et puis on a une phase de diversification et de dispersion, on reviendra tout à l'heure un petit peu sur le détail. Et puis c'est à partir des 80 ou 90 dernières années maintenant qu'on a eu une phase d'industrialisation, on dirait, de la culture, et puis 30-40 dernières années, développement des biotechnologies. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, a priori l'image qui émerge aujourd'hui, c'est une origine au Mexique et une diffusion très très rapide, relativement rapide vers l'Amérique du Sud, jusqu'aux Andes, et une migration vers le nord des États-Unis. Et donc on peut retracer ça. Alors c'est des cartes qui montrent en fait les grands groupes génétiques qu'on peut identifier. Le premier groupe génétique qui a une signature relativement forte,
c'est les zones du Mexique, du maïs cultivé à haute altitude. Un autre groupe qu'on trouve, c'est l'ensemble, donc le groupe B, l'ensemble des maïs qu'on trouve à basse altitude, donc sur tous les Caraïbes jusqu'à l'autre côté du Brésil. Un groupe, le groupe C, qui est le groupe qu'on trouve dans les Andes. Génétiquement, il a une signature très particulière, avec une diversité beaucoup plus faible que les deux autres groupes du Mexique et de basse altitude. Et enfin, un dernier groupe qu'on trouve, c'est le groupe nord-américain, qui lui aussi a une diversité beaucoup plus faible. Alors si vous regardez ces cartes, et notamment la dernière, ce que vous voyez, c'est il y a quand même des choses bizarres, il y a du bleu en bas là. Alors que historiquement, moi ce que je vous ai dit, c'est qu'on avait eu une diffusion à partir du Mexique jusqu'à l'Amérique du Nord. Et en fait, ces formes bleues en bas s'expliquent parce qu'il y a eu donc les variétés qui ont été étudiées là datent des années 50, et à partir de 1950. Et à partir des années 1900, il y a eu un programme au Chili et en Argentine d'importation de maïs cultivé nord-américain et de variétés traditionnelles nord-américaines qui se sont naturalisées au Mexique et au Chili. Donc, si on retrace un petit peu l'histoire en termes de datation, la plus vieille évidence d'un épi cultivé, c'est 6250 ans, et on le trouve à Oaxaca, au Mexique. L'estimation génétique, donc c'est la première valeur, là, aux 9200 ans, elle est quand même associée à une variance d'estimation relativement grande. Mais il y a des études archéologiques qui ont tendance à montrer qu'on aurait, alors c'est soumis à caution, des restes d'amidon, de maïs, identifiés clairement comme maïs, datés à 8700 ans, dans la vallée Balsa, dans la zone d'origine supposée de la domestication. À 5300 ans, on retrouve aussi des restes d'amidon en Équateur, donc une diffusion, comme dit, relativement rapide vers l'Amérique du Sud. On trouve autour de 3200 ans seulement, je dirais, des restes archéologiques au sud-ouest des États-Unis. Et en fait, le maïs n'est devenu véritablement une culture importante aux États-Unis qu'il y a 1200 ans. Et enfin, après la redécouverte de l'Amérique, on va dire, à 500 ans, on a eu une dispersion du maïs à l'échelle globale. Et dans les 80-90 dernières années maintenant, le développement des variétés hybrides aux États-Unis. Donc cette diffusion et cette histoire du maïs a généré un certain nombre de diversités de formes et de couleurs. Donc on trouve des maïs, notamment dans les zones tropicales, qui peuvent largement faire 6 mètres. Et on trouve aussi un camélieu de couleurs, allant du bleu, rouge, blanc, et la forme jaune, enfin celle qu'on connaît le mieux en Europe, est en fait une forme beaucoup plus récente en termes d'agriculture et qui a été sélectionnée avec le développement des variétés améliorées. Et donc je vais juste parler un petit peu de la partie, de la dernière partie du graphe de datation. Et donc ce graphique en fait retrace, ça commence à 1880, le rendement du maïs estimé aux États-Unis entre 1865 et 2000. Et on voit à partir des années 20 un début de changement de rendement moyen et une augmentation relativement constante, puis encore plus forte jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, ce changement de rendement, il est associé à plusieurs causes. Le premier, évidemment, le développement de variétés hybrides. Mais pas simplement, il y a aussi une intensification de l'agriculture avec l'augmentation de la fertilisation et une intensification avec l'utilisation d'herbicides. Il y a aussi un point important, c'est que le maïs a été abandonné de certaines zones de culture aux États-Unis et remplacé par d'autres céréales, notamment le sorgho, parce que ces zones-là étaient moins propices à son intensification. Alors, ce processus d'amélioration végétale, on a estimé que en fait, 5 variétés traditionnelles d'Amérique du Nord, juste la forme d'Amérique du Nord,
avait contribué à 87% de la base génétique des hybrides américains actuels, de l'ensemble des hybrides américains actuels. Et une variété contribue à 47%. C'est-à-dire que grosso modo, sur l'ensemble de la diversité qu'on a vue, il y a juste un très faible nombre de variétés d'Amérique du Nord qui contribuent aujourd'hui à la réalisation de la plupart des hybrides qui sont utilisés notamment aux États-Unis. Et l'image qu'on a aujourd'hui de la culture, ben, c'est quand même dominé de manière majoritaire, même si l'origine est au Mexique, majoritaire par les États-Unis à plus de 41%. Donc c'est là où l'agriculture, enfin le maïs est devenu une céréale d'importance à partir il y a seulement 1200 ans. Et le Mexique est aujourd'hui, si on compte l'Europe en entier, que la 4e ou 5e pays producteur. Donc là, je vous ai retracé l'histoire au niveau maïs. Je vais passer brièvement en fait sur l'histoire d'une autre céréale qui est le mil en Afrique, où on a mené un certain nombre d'études relativement similaires. Donc on a aussi une apparenté sauvage, relativement différent en termes de morphologie. Donc vous avez ici un épi de mil sauvage, et ici la forme cultivée. Donc là aussi on a des modifications relativement majeures en termes d'organisation. Et en termes de ramification, ben, on retrouve un petit peu ce qu'on a déjà observé chez le maïs, avec une ramification relativement importante chez la forme sauvage et une simplification de la ramification associée avec les formes domestiquées. Donc ici, vous avez à l'échelle du continent africain et au début du continent asiatique, les différentes datations des restes archéologiques trouvés. Donc le plus vieux reste archéologique trouvé date de 4200 ans au nord du Mali. Et ensuite, on a un certain nombre de restes archéologiques qui sont trouvés à peu près au même date, à 3500 ans en Mauritanie, à 3400 ans au nord du Tchad, à 3460 ans au nord du Ghana, 3500 à 3300 ans au sud du lac Tchad, au début du lac Tchad. Et à 3300 ans, ben, on a des restes archéologiques en Inde. Donc en fait, cette image-là, en termes d'archéologie, ce qu'elle nous dit, c'est que la domestication et les formes cultivées à partir de 3500 ans étaient déjà très bien réparties à l'échelle du continent, et très rapidement, elles ont colonisé l'Asie. Ce que vous avez en gris, c'est ce qui va être étudié dans la suite en termes de variétés cultivées. Ce qui est en noir, c'est un certain nombre de formes sauvages, donc la forme ramifiée, là, qu'on trouve, elle, plutôt dans la zone nord, c'est-à-dire plutôt dans la zone qui est hors zone de culture, jusqu'à la limite du Sahara, dans certaines montagnes du Sahara, notamment l'Adrar et l'Aïr au Niger. Donc, par des études génétiques, très similaires à ce qui a été fait chez le maïs, ce qu'on a pu retracer, c'est que l'origine du mil serait sans doute dans la zone centrale entre le Niger et le Mali, même si il n'est pas exclu que ça soit encore un petit peu plus vers le Sénégal. Par contre, la zone Tchad et Soudan, génétiquement, est relativement différente en termes de population sauvage et très différente, et plus différente de la forme cultivée que ces populations-là qu'on trouve dans la zone Mali et Niger. Donc on aurait eu une origine dans cette zone-là d'Afrique, puis une diffusion relativement rapide. Hein. On rappelle qu'à 3300 ans, c'est déjà la forme cultivée trouvée en Inde. Et une des hypothèses, effectivement, pour la colonisation notamment en Afrique, vers l'Afrique du Sud, c'est la migration du mil associée aux migrations humaines, et notamment les migrations bantoues, qui ont eu différentes vagues, et ces différentes vagues étant étalées de 4000 à il y a 1000 ans. Et donc, avec ces vagues de migration des peuples agriculteurs vers l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud, le cortège de céréales qu'ils cultivaient et le cortège de plantes qu'ils cultivaient ont migré sur l'ensemble du continent. Alors là aussi, il y a des graphiques un peu compliqués, mais c'est pas le point. Là aussi, on peut estimer génétiquement, en utilisant ces données génétiques, des temps de domestication, en faisant des modèles génétiques, et on obtient un temps d'estimation du temps de domestication à 4800 ans.
là aussi avec une variance relativement grande. Donc ces temps génétiques sont quand même associés à une forte imprécision, et c'est surtout les restes archéologiques qui permettent de mieux dater la domestication, mais en tous les cas, ils fournissent une base de comparaison par rapport aux autres études. Et là, si on compare la diversité, il y a très peu. Donc là, vous avez 2 échantillons de variétés qui ont été échantillonnés au Niger, en 1976 et en 2003. Les différentes couleurs représentent les différentes variétés traditionnelles qui existent dans les champs. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu très peu de développement de variétés améliorées. Il y en a eu quelques-unes, mais elles sont pas maintenues en termes de diffusion. Elles ont été assimilées aux variétés traditionnelles. Et ce qu'on observe à cette échelle de 30 ans, contrairement à d'autres continents comme ce qu'on a vu à partir des années 20 aux États-Unis, c'est une grande stabilité des variétés à l'échelle de 30 années. On retrouve grosso modo les mêmes couleurs, c'est-à-dire les mêmes variétés au même endroit, à une échelle de 30 ans. Donc là, on est véritablement dans un système encore dominé par l'agriculture familiale, avec une utilisation très faible de variétés améliorées. Alors, on trouve quand même un tout petit fraction de variétés qu'on dit, entre guillemets, modernes, mais qui peuvent aussi avoir été introgressées par les variétés traditionnelles. Donc, en termes de perspectives sur ces recherches, il y a des perspectives dans l'UMR sur l'étude de la domestication, notamment de la forme africaine du riz qui s'appelle Oryza glaberrima. Et jusqu'à présent, je vous ai montré un certain nombre de marqueurs génétiques que l'on peut utiliser. Et de plus en plus, on passe à des échelles, à l'ensemble du génome. Et jusqu'à présent, on avait une centaine de marqueurs. Maintenant, on est plutôt, dans le cas du riz africain, autour de 3 millions. Et donc, vous avez ici en bas représenté 12 chromosomes et un certain nombre de mesures de différence cultivées sauvages. Et on voit qu'on peut scanner un petit peu le génome et identifier, c'est un peu représenté par ces flèches rouges, des zones qui différencient plus la forme cultivée de la forme sauvage que d'autres zones du génome. Donc ça permet d'identifier beaucoup plus rapidement les zones qui ont sans doute contribué à faire la forme cultivée. Donc une des perspectives, c'est d'aller vers ces approches-là qui vont être beaucoup plus fines dans l'identification des différences morphologiques entre cultivé et sauvage. Une autre perspective, c'est aussi, jusqu'à présent, même si je vous ai présenté des cartes, on a assez peu utilisé la dimension spatiale dans l'analyse de la domestication. Et il existe maintenant des outils qui permettent de le faire. Et donc ça, c'est une perspective assez intéressante, et notamment en termes de modélisation de la diffusion dans l'espace et en fonction du temps. Donc ça, c'est un certain nombre d'outils qui ont été développés et qui permettent aujourd'hui de le faire. Et puis, l'idée de ces approches-là, qui sont centrées sur la génétique, c'est quand même d'utiliser de plus en plus les données supplémentaires issues des différents corpus scientifiques, et notamment les données archéologiques, comme paramètres de compréhension directement de ces modèles génétiques. Et donc, une des approches qui est utilisée de plus en plus dans ce cas-là, c'est des approches statistiques bayésiennes qui permettent de tester directement des hypothèses et mettre sur ces hypothèses des probabilités. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et puis, il y a un certain nombre de bailleurs qui ont contribué à ces recherches. NSF sur le maïs, Agropolis Fondation et l'ANR sur les projets plus récents. Et puis un certain nombre de personnes qui ont contribué à différents niveaux à ces recherches. Je vous remercie et je prends des questions si vous avez des questions à poser. Donc il y a des écrits des conquistadors, mais en fait, le thème de recherche qui était de retracer l'origine, il est arrivé un petit peu plus tard. C'est véritablement à partir de 1830, 1880,
que les personnes se sont vraiment... Enfin, c'est aussi l'émergence de la botanique géographique qui a remis au goût du jour les recherches sur l'origine des plantes. Et du coup, il y a eu tout un volet de nouvelles réflexions sur cette origine-là. Et il y a une évidence relativement importante, retracée même par des peintures sur les plafonds en Italie, du maïs très tôt, en 1510, quoi. Donc ça a été sans doute le retour de Christophe Colomb a été sans doute quelque chose qui a créé en Europe un grand émoi, et toutes les plantes qui ont été décrites de ce voyage-là ont de suite eu un attrait particulier en termes de représentation, même par les familles les plus riches qui ont utilisé ça pour décorer en forme d'Éden sur leur plafond de leur grand salon. Donc il y a eu un événement marquant à ce niveau-là, et il y a des traces écrites. Il y a des traces picturales et des dessins aussi. Hein. Le dessin que je montrais, sont un peu plus vieux, 1580. Mais il y a aussi des traces dessinées de ces formes cultivées, importées. Mais il y a eu une forme d'oubli. Et la forme d'oubli, elle est plutôt aussi parce que sans doute ces recherches-là sont revenues au devant de la scène dans les années 1830-1880. Donc ce que ça apprend surtout, c'est l'identification, enfin la caractérisation assez fine de la diversité qui existe aujourd'hui dans les cultivés. Qu'est-ce qui a été nécessaire pour l'adaptation à cet environnement cultivé, mais aussi au travers de la dispersion qu'on étudie là, les gènes qui ont été sélectionnés dans les variétés cultivées pour s'adapter à différents environnements. Des meilleurs exemples, c'est qu'une des hypothèses actuelles pour la migration relativement lente vers le nord des États-Unis, c'est l'adaptation à une photopériode longue durant l'été. Donc il y a eu besoin de sélection dans la forme cultivée de plantes qui puissent pousser d'origine tropicale dans des zones où l'été, les longueurs de jour sont très très longues. Donc au travers de ces études-là, ce qu'on essaie d'identifier, c'est aussi les gènes qui maintenant, enfin ce qu'on essaie aujourd'hui de plus en plus d'identifier, c'est les gènes qui ont contribué non seulement au phénomène de domestication qu'on voit, mais les gènes aussi qui contribuent aujourd'hui à l'adaptation des plantes cultivées à ces différents environnements. Et ces différents environnements, ça peut être effectivement géographique, ça peut être de la température, ça peut être de la pluie, mais ça peut être aussi certains pathogènes. Ensuite, ce qui se passe aussi, c'est qu'on a exploité qu'une partie relativement restreinte de la forme cultivée, de la forme sauvage, dans la forme cultivée. Et cette forme sauvage, aujourd'hui, si je prends l'exemple du mil, pousse jusqu'à la limite du Sahara. Et donc, il y a peut-être des gènes là-dedans, dans cette forme sauvage-là, qui pourraient être très intéressants si demain, on avait un monde avec plus 3 ou plus 4 degrés, pour que le pollen se produise avec une température beaucoup plus forte lors du pic de floraison des formes cultivées. Et ces gènes-là, ils n'étaient pas nécessaires jusqu'à présent. Mais potentiellement, par l'étude de ces plantes sauvages, on peut les ramener aujourd'hui vers les formes cultivées. Et elles sont absentes aujourd'hui de ces formes cultivées, ou relativement absentes. Faut être clair que si on parle d'origine sur une zone géographique relativement large. Hein. On a quand même une idée sur une zone géographique qui peut être importante. Donc un des exemples qui permet aujourd'hui de réfléchir à cet élément sur le riz asiatique. Et là, les résultats sont... Pendant très longtemps, on a considéré qu'on avait deux domestications.
enfin, deux événements de domestication, une domestication en Chine et une domestication en Inde, donc sur la forme japonica et indica. Les études génétiques se sont reposées la question, mais à place de travailler sur des marqueurs aléatoires, ils se sont intéressés aux gènes de domestication directement. Ils ont identifié 55 gènes de domestication. Et quand on regarde l'histoire, pas simplement au travers des marqueurs neutres, mais au travers de ces gènes, entre guillemets, de domestication, donc qui ont sans doute été sélectionnés très tôt par l'homme pour passer de la forme sauvage à la forme cultivée, quand on retrace cette histoire, on trouve que la forme indica dérive d'une forme japonica, qui dérive de la forme sauvage qu'on trouve en Chine, qui, elle, est proche de la forme sauvage qu'on trouve en Inde. Par contre, si je regarde le même jeu de données et la même diversité génétique, mais pas au travers de ces gènes, mais au travers de marqueurs neutres, c'est-à-dire les 95% du génome, ce que je trouve, c'est que la forme indica en Inde est proche de la forme sauvage en Inde, et la forme japonica, donc qui est la forme chinoise, est cultivée et proche de la forme sauvage chinoise. Et l'hypothèse actuelle émise, c'est qu'il y aurait sans doute une zone qui a été plus ou moins définie en Chine d'origine de cette domestication, plus ou moins large, une diffusion de ces formes cultivées avec des caractéristiques particulières, les graines restent attachées, vers la zone indienne. Un échange de gènes relativement important entre la forme cultivée et la forme sauvage, en conservant les gènes associés à la domestication, donc une uniformisation du background génétique, mais on garde la trace des gènes qui ont été nécessaires à être non déhiscents, à être une certaine couleur, une certaine floraison. Donc c'est sûr que ce que cette étude pour moi dit, surtout, c'est qu'on a longtemps un peu négligé les échanges entre les formes cultivées et les formes sauvages, en essayant de comprendre l'histoire, et que de plus en plus, on peut arriver à le faire, mais on est obligé de le faire plutôt. C'est-à-dire qu'on est obligé de considérer ces flux de gènes et ces échanges, même relativement anciens, pour comprendre l'histoire des plantes cultivées. Et donc, l'hypothèse de deux origines, ou d'une seule origine sur le riz, elle peut être testée statistiquement. Et une des premières études avait très peu de marqueurs même, qui avait testé ça, elle avait conclu à une seule origine, et avait été très très critiquée. Mais il y a aujourd'hui la possibilité de le tester statistiquement. Le point important pour moi, c'est que on va quand même définir une zone relativement large, quoi. Il n'y a pas un Saint Graal, enfin il n'y a pas une zone très fine pour moi de domestication. Il y a eu une phase où sans doute les formes cultivées et les formes sauvages étaient ensemble, et ça a échangé, et il y avait une sélection pour des caractères particuliers qui permettaient aux graines de rester, par exemple, sur l'épi. Mais ça a duré un certain nombre de temps, les estimations concluent à plusieurs milliers d'années, où on a des taux de déhiscence des formes récoltées qui peuvent être encore relativement élevés, et ça met un temps relativement important pour atteindre des taux de 90%, qui est un peu la forme cultivée qu'on a aujourd'hui, ou 95%. Voilà. Donc, mais le point pour moi, c'est que je ne pense pas qu'on arrive à bien définir une zone bien précise, et on peut tester un certain nombre d'hypothèses sur des origines diverses. Ce qu'on ne pourra pas tester, c'est à l'intérieur de cette zone plus ou moins précise, l'occurrence de deux événements de domestication. Il faut quand même que les populations sauvages soient différentes entre elles pour qu'on ait du pouvoir génétique pour les tester. Donc, il y a un article un petit peu ancien maintenant qui se basait sur les études que j'ai présentées, ce que j'appelais les études QTL, sur l'étude de différenciation des morphologiques entre cultivés et sauvages, basées sur des marqueurs le long du chromosome. Ces études-là, en fait, avaient été analysées sur différentes espèces et elles concluaient quand même qu'il y avait une correspondance, qu'on avait tendance à retrouver les mêmes parties de chromosomes. Voilà. Maintenant, en fait, aujourd'hui, ça date quand même de pas mal de temps. Aujourd'hui, on commence à descendre plutôt à des choses plus fines, et on arrive à commencer à identifier des gènes. Donc, ce qui a pu être démontré, c'est que par exemple, le gène TB1 qu'on trouve chez le maïs, il a eu sans doute un petit rôle
dans la domestication du mil. C'est-à-dire qu'il a aussi des formes différentes et elles ont un effet sur la ramification. Mais il n'est pas du même niveau. C'est-à-dire un pourcentage de variance expliquée, c'est beaucoup plus faible. C'est peut-être pas le gène clé, entre guillemets. Donc oui, il y a sans doute un certain nombre de gènes qui sont placés dans certaines voies de développement qui ont peut-être été une cible de sélection plus facile, entre guillemets, par les agriculteurs sur différentes espèces. Mais combien? Je ne sais pas. Enfin, on n'a pas aujourd'hui d'estimation fine d'un nombre. Par contre, ce qui se passe là, ou ce qui est fait par exemple sur le riz africain, permet typiquement de tester assez facilement cette hypothèse. Parce que là, on a un travail qui a été fait depuis très très longtemps et qui continue à être fait sur la partie asiatique. Et on peut rajouter un exemple de domestication associée au riz africain et comparer est-ce qu'on retrouve les mêmes zones ou est-ce qu'on ne retrouve pas les mêmes zones de manière relativement simple aujourd'hui. Donc c'est des questions qu'on peut adresser aujourd'hui, plus finement que dans le passé. Il y a quelques exemples. Il n'y a pas une image parfaite qui a encore bien émergé de tout ça.